En vous souhaitant un excellent mardi, ouais, ça fait différent d'être là un mardi. Bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Le Paddock qui est à sa 5e saison. Mon nom est P.O. Doucette, accompagné de l'ami Jean-Michel Tremblay. Salut Jean-Mich. Salut. Bon, j'allais dire bon lundi, mais bon Ouais, hein? mardi. C'est différent pour nous. Hier, j'étais hors service. C'est des choses, c'est des choses qui arrivent. D'après moi, j'ai été trop absorbé par l'éclipse ou je sais pas quoi, là, mais l'éclipse m'a pas fait, mon cher, c'est ça. C'est le décalage du Japon. Ah, peut-être aussi. Le temps de saluer les gens qui sont là. Salut à Michel Fortin que j'ai croisé ce week-end. Salut Mick Caro. Bonsoir Étienne. Salut Anthony. Salut Eric. Salut Kevin. Michael Lambert. Joanie qui nous regarde, même si elle est en haut et elle entend le podcast en direct. Salut Jojo. Je veux saluer la gang, bien sûr, de Habitat Boréal, location de chalet. Suivez-les sur les réseaux sociaux. C'est le temps de réserver, d'ailleurs, pour vos escapades estivales. Si vous voulez aller faire un petit tour dans la Mauricie, plus précisément dans le coin de Latuc, et vous évadez cet été. Il y a 4 choix de chalets. Je sais que tu vas aller faire un tour, toi, de ton côté, Jean-Michel, cet été au chalet La Falaise, qui est un magnifique endroit. Si vous voulez réserver une gang, là, vous êtes plus que, mettons, 3-4, Oui. c'est le chalet parfait, honnêtement. Là. Mais ça, si vous n'êtes pas loin d'une dizaine, pour vrai, gros fun assuré. Puis c'est ça, là, on en a déjà parlé souvent, mais hein, un spa, l'air climatisé l'été, fait que vous n'allez pas crever de chaleur. Tout est neuf, Ah oui, hein? des grosses douches italiennes. Écoute, il n'y a rien de trop beau. Puis il y a le Wi-Fi, fait que vous pouvez suivre l'épisode du paddock, et même écouter la course aussi sans aucun problème. Fait que il n'y a pas vraiment de raison de ne pas y aller. En effet, en effet. Sinon, la gang de Opéra Microbrasserie, bien sûr, qui nous encourage, sont sur TikTok maintenant, hein, ce que j'ai vu, et tu m'en as fait Ouais, part le avant beau que Vlad. le beau Vlad est sur TikTok. C'est ce soir la jus d'IPA, qui est une Easy IPA. Ouais. Ben, c'est encore un jeu de mots de l'opéra. Hein. Fait que Ouais. c'est comme la Judaï, puis comme Ouais, jus Judas. d'IPA, ouais, c'est ça. C'est comme l'espèce de centaure, ben pas en tout cas le truc romain. Là. Oh, oui. Thématique Judas, là, dans le temps de Jésus. Dans le temps de Jesus. On a d'ailleurs célébré sa résurrection dans les derniers jours. Bien content pour le chum Jésus. Salutations à lui. On le salue bien bas. Donc, merci à Opéra, bien sûr, Microbrasserie qui nous encourage. Sinon, je voulais saluer la SFRS pendant qu'on va avoir aussi le classement. On a ajouté ça, le classement du Fantasy. Juste retrouver le texto de l'ami JD parce qu'il y a eu 2 courses. Les boys étaient du côté de l'Espagne où Alex Lévesque a gagné. Yannick Brisson a terminé 2e. Pierre-Olivier Gagnon, salut P.O. Gagnon, a terminé 3e. Sylvain Villeneuve 4e et Nabil El Arak a terminé 5e. Il y avait un Belgique 100% dimanche dernier dans la SFRS Division 1. Éric Bruno, ce n'est pas l'acteur, soit dit en passant, a terminé premier. Yann Brisson a terminé 2e. Jonathan Jobin 3e. Vincent Arsenault a terminé 4e. Et Nabil El Arak a encore terminé 5e SFRS. Il reste une coupe de courses. Je pense qu'il en reste 3. Et je pense que dès l'an prochain, là, ils vont avoir une autre période de recrutement, c'est sûr et certain. Sinon, du côté du Fantasy, Jean-Michel, comment ça se passe? Je pense que Maxime Simard, et pas Maxime Simard de Kick, là, Maxime Simard de Setac, Oui. lead présentement. Ben écoute, j'aurais été agréablement surpris de voir Maxime Simard de Kick mener la fantasy de la F1. Écoute, Un grand il aurait connaisseur bien de caché sport. son jeu. Mais c'est ça, Maxime Simard, quand même, quasiment une avance de 100 points sur le deuxième. Donc, un début de saison assez fort. Donc, deuxième position, on a Dan Simard. Troisième, Anthony Ménard. Donc, je pense que Dan et Anthony se sont échangés les positions en fin de semaine. Ensuite de ça, en 4e place, moi-même à égalité avec Chani Lévesque. Ensuite, Carl Boulian, Simon Bellil, Émile Savard, René Houd et Pascal Cloutier ferment le top 10. Donc, ça va quand même bien. Il y a déjà des gens qui s'échappent, mais ça peut changer, Ben oui. peut changer rapidement. Ça a été une belle fin de semaine encore. Grand Prix du Japon, c'est tellement beau, c'est tellement le fun. La seule affaire, c'est l'heure qui est pas le fun. Parce que crime de beau circuit, honnêtement. Suzuka, C'est magnifique. c'est magnifique. J'ai adoré encore une fois
la qualif. J'ai bien aimé la course. Il y a bien des choses à jaser de cette course-là. Malgré la domination Red Bull, là, pour une fois, oui, pour une fois, Ferrari a fait une bonne stratégie. Sainz a été solide en fin de semaine. Des points pour Yuki Tsunoda. Alonso a été très bon. Ça a été un peu plus difficile pour Lance. C'est encore une fin de semaine difficile pour Williams qui a brisé une autre voiture, même 2 fois plutôt qu'une, parce que Logan Sargent en a abîmé une et celle d'Albon a été abîmée également. Daniel Ricciardo, il avait mis de la pression. Et en fin de semaine, ça a pas jasé de Christian Horner. Fait que ça a été une fin de semaine assez parfaite pour Red Bull. Quelles ont été tes impressions? Oui, Jean-Michel. Moi, j'ai adoré mon week-end. Tu l'as dit en partant. Moi, c'est un circuit que j'adore. Vraiment, visuellement, c'est super beau. Moi, la première partie avec les S, je trouve cet enchaînement-là vraiment incroyable. Puis on avait la caméra gyroscopique en fin de semaine qui nous permettait vraiment d'apprécier, parce que tu sais, souvent, quand la caméra suit la voiture, on ne peut pas voir l'inclinaison des virages, mais là, c'était vraiment spectaculaire de voir ça. Donc, j'ai adoré. Puis, encore une fois, on a eu, comme tu as dit, une belle course. Tu sais, on connaissait probablement après la qualification comment ça allait se terminer. Mais on a quand même eu des luttes intéressantes. Puis ça joue beaucoup de stratégie. Ça, c'est le fun. Ça fait longtemps quand même que ça ne s'était pas arrivé. Je pense que l'avènement du drapeau rouge a aidé aussi parce que là, ça nous donnait l'avantage de repartir avec les pneus qu'on voulait. Puis on avait déjà utilisé un type de gomme. Fait que ça a quand même brassé les cartes un peu. Mais sinon, non, j'ai quand même bien aimé en fin de semaine. Des belles surprises qu'on pourra peut-être parler un petit peu plus tard. Là. Fernando Alonso, tu l'as dit, du côté d'Aston Martin, du côté de Lance, c'est ça. Là, c'est inexplicable. Surtout sa performance en qualification. L'écart avec son coéquipier, il n'y a rien qui peut expliquer ça, je pense. Ouais, Kevin mentionne Yuki et Lance, au moins, a fait des beaux dépassements dans les S au départ. Yuki, pour vrai, là, il a fait dans les S, il a tenté des choses à l'extérieur. Pour vrai, il a donné tout qu'un show aux gens qui étaient venus le voir. C'est sûr que son résultat en course reflète peut-être pas ça, mais pour vrai, dans le reportage télévisuel, ça a donné tellement des belles images. Puis c'était culotté. Quand Bertrand Hall a parlé au début, ça faisait pas tant partie des secteurs qui étaient invitants, si on peut dire. Non, on parlait du virage 1 après le DRS, puis l'espèce de chicane là, où il y avait eu... tout de suite avant la ligne de départ arrivée. Oui, exactement. Où est-ce qu'on avait un peu le DRS ensuite, là, mais non, pour vrai, il a réussi à nous faire un beau spectacle. Je pense qu'il a bien satisfait tous les gens qui étaient venus le voir. Il y en avait beaucoup. Hein. Quand on voyait Tsunoda passer, il y avait des espèces de... pas de pancartes. C'était des fagnons, une espèce de fagnons. C'est ça. On en voyait vraiment beaucoup. Fait que non, pour vrai, bien content. Puis il n'y a pas plu comme on annonçait. Moi, je m'attendais. À date, on a un beau début de saison. On n'a pas de pluie. Ouais, mais à culpa, là, moi j'ai dit à Kik vendredi qu'il allait avoir de la pluie, mais c'était le forecast qu'on avait. Moi, j'étais certain qu'on allait avoir de la pluie. Puis finalement, dans les heures suivantes, ça s'est tassé assez rapidement. À part en FP2 où on en avait eu. En FP3, on l'a écouté ensemble vendredi soir. Puis je t'amène là-dessus. Moi, je pensais que Mercedes allait performer en fin de semaine. Hein, puis on se jasait, on était les deux vendredi. Puis on se disait, oh, tabarouette, OK, l'échiquier a peut-être changé un petit peu. Mercedes a l'air en forme. Finalement, ça s'est pas transformé vraiment pour eux en qualification. Même que McLaren avait une voiture performante. Et Ferrari, qui a encore une fois tiré son épingle du jeu en fin de semaine. Si je regarde ça là, en bon gars qui suit le Canadien, là, on suit le processus. On suit le processus chez Ferrari. Le processus. C'est depuis l'arrivée de Fred Vasseur, on ne se le cachera pas. C'est lui qui a commencé à mettre de l'ordre dans tout ce qui ne fonctionnait pas chez Ferrari. Puis je pense qu'on commence déjà à voir les résultats, mais vraiment comme il faut. Je pense qu'on ne pouvait pas avoir meilleur début de saison. On savait qu'on n'était pas au niveau de Red Bull, mais on s'assure toujours d'avoir les positions tout de suite après. Fait qu'on est clairement établi comme la deuxième écurie du plateau. Carlos Sainz, écoute, je pense que lui... écoute, il va signer très bientôt. Là. Ça ne peut pas durer des mois, son affaire. Là. Je pense qu'honnêtement, lui, il a l'embarras du choix, selon moi, avec le début de saison qu'il peut avoir. Puis quand on regarde ça froidement, il y a beaucoup de gens, mettons, qui vont dire, des fois, peut-être les rumeurs l'amèneraient chez Mercedes, mais cette année, quand on regarde ça, un pilote que Mercedes te courtise,
tu sais, tu te dis, ouais, j'ai-tu vraiment le goût d'avoir comme la 4e ou la 5e voiture du plateau ça. quand je pilotais à 2e, tu sais. C'est Ça tricky dépend un peu si. de Ça, ce côté-là. Ça dépend si c'est du long terme ou du court terme. Là. Alonso l'a Ouais, mentionné. Là, il dit ouais, Mercedes est en arrière de nous. Il y en a. Je pense que c'est Mick qui a dit ouais, Mercedes a encore un point, mais je pense que Fernando lui-même en performance est plus rapide que les deux Mercedes. Là. C'est Lance qui n'aide pas, tandis que Russell et Hamilton, quand ils font des points, ils en font les deux. Peut-être de ouais. ce côté-là, en effet, il pourrait être vu chez Red Bull. Alex Lévesque, hey, salut Alex, mentionne qu'il est bien content pour McLaren, c'est vrai, c'est une belle performance pour l'écurie en fin de semaine. Charles Boutin, Vraiment content pour eux aussi. ouais, Charles Boutin Martineau mentionne Mercedes pas performante sur les circuits rapides. C'est pas faux, mais crime, on s'attendait pas à ça en essai. Puis normalement, la FP3, là, ça nous donne pas mal l'état des forces ou le power ranking là, qu'on appelle en anglais. Là. Ça ressemble à ça normalement. Mais, tu sais, pour vous donner une idée de l'ampleur des problèmes de Mercedes, écoute, je suis tout aussi découragé que tous les fans de Mercedes. Après 3 ans, on n'avait pas compris comment ça marche. Là. Écoute, là, au début, on pensait qu'il y avait un problème entre nos outils de simulation et un petit peu ce qu'on voyait sur la piste. Mais là, Toto Wolff a mentionné que dans un virage précis en Australie, avec toutes les mesures de télémétrie qu'ils peuvent avoir, on avait 70 points de downforce de plus que la voiture de l'année passée dans le même virage. Fait que là, ce qu'on est en train de comprendre, c'est ce qu'on a travaillé, c'est là. L'appui est là, mais on n'est pas capable d'en extraire la performance. Donc là, on est en train de penser que ça serait peut-être plus du côté mécanique. Là, on commence à cibler peut-être l'aileron arrière, les suspensions qui créent de la surchauffe aussi au niveau des pneus puis de l'usure prématurée. Donc, sont complètement mêlés. Là. Ouais, c'est ça. Honnêtement, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Là. Chaque jour, il y a une nouvelle théorie qui arrive. Là. Puis tu sais, surtout quand on dit, mais on les voit, nos outils nous disent qu'on a 70 points de plus dans ce virage-là en aérodynamisme, mais au final, au temps autour, on n'a pas 1 km/h de plus. Ouais, il y a un méchant problème. C'est un peu ce qui est arrivé depuis le début de cette nouvelle réglementation-là, c'est qu'on essaie des choses chez Mercedes et d'une fin de semaine à l'autre, on se fait un peu voir, tu sais, ah ouais, on a telle amélioration, finalement en piste, ça fonctionne pas. Je comprenais la première année là, où on est arrivé avec la nouvelle réglementation, puis je comprends les gens qui suivent Mercedes et qui aiment Mercedes d'être déçus parce que vraisemblablement, là, ça ne fonctionne pas. Puis comme tu te dis, on pensait que c'était les outils de simulation, on pensait que, bon, ok, c'était peut-être notre concept aéro, on l'a changé, on a enlevé le 100 pontons. Que Red Bull a finalement pratiquement repris en faisant un clin d'œil et en performant d'une manière assez incroyable en fin de semaine encore une fois. Mais écoute, c'est pas facile pour l'écurie Mercedes. Je vais aller dans les commentaires un petit peu. Ils ont de la misère avec la corrélation entre la simulation et la réalité. Ils disent qu'ils vont devoir avoir moins de misère sur le circuit moins rapide. On le voit avec les autres écuries que le moteur Mercedes est pas totalement mauvais. Ouais, pas totalement mauvais. Avec McLaren et Aston, pour vrai, là, je pense que l'unité de puissance Mercedes n'est pas vraiment à remettre en question. C'est vraiment... C'est le concept de la voiture. Oh, c'est pas... je pense que c'est un petit peu... C'est là vraiment que se situe la problématique. Parce que, on a vu l'année passée comment la Williams pouvait être rapide étant donné son concept, puis il avait une motorisation Mercedes aussi. Mais c'est ça, c'est vraiment c'est épouvantable. Honnêtement, il n'y a pas d'autres mots à dire. Non, c'est ça. Kevin mentionne le survirage, puis c'est pas faux, puis Lewis en a parlé. Je sais pas si c'est un contact que j'ai eu en début de course, mais il y avait de la misère à tourner la voiture. Là. C'était extrêmement difficile. Il y a eu un dommage tout le long de la course, je pense, au bout de l'aileron avant. Il y avait des dommages de ce côté-là, puis ça lui causait quand même certaines choses. Puis il y a Russell aussi, à un moment donné, je pense qu'il parlait de vibration dans le volant. Fait que, quand ça va pas bien, finalement, ça allait mal à la shop. Et je pense qu'il y a certains pilotes en fin de semaine, on va prendre la partie où ça a moins bien été parce qu'on est un peu décollé là-dedans. Là. Lance a mentionné notamment que je dirais que l'Aston était dans une catégorie différente pour la vitesse de pointe. Pourtant, Fernando, lui, a été très solide en fin de semaine.
Parlons un petit peu de Williams, puis ensuite, on va parler de Daniel Ricciardo, mais je veux te lancer sur Williams. Moi, j'étais plein d'espoir au début de la saison. En voyant la fin de la saison, en voyant Drive to Survive, en voyant les améliorations, puis justement, je parlais de processus tantôt, là. J'avais l'impression que le processus commençait à fonctionner du côté de Williams. Mais finalement, Jean-Michel, je suis obligé de dire que Williams est catastrophique depuis ce début de saison. Oui, les crashs, mais on n'est pas capable d'aller chercher les fameuses performances à l'Albon qu'on était capable d'aller chercher l'an dernier. Rappelle-toi au Canada, rappelle-toi à Monza, rappelle-toi des endroits où on se disait « Oh wow, Alex Albon est tellement solide ». Les circuits rapides étaient capables de tirer son épingle du jeu. Là. En qualif, là, il allait chercher des Q3. Puis, oui, c'est ça. Je veux juste terminer sur Aston Martin, parce qu'aujourd'hui, Mike Crack de chez Aston Martin a donné une explication à ça. OK. Lui, quand Lance est arrivé un peu paniqué avec ce commentaire-là, il s'est dit, bon, mais on va étudier, voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Puis son explication à lui, c'est que ses adversaires avaient des pneus, premièrement, beaucoup plus frais que lui, ce qui leur permettait d'avoir une bien meilleure sortie de virage. Donc, Lance était largué déjà en sortie de virage, fait que ça lui donnait comme cette impression-là, mais selon notre télémétrie, dans les vitesses et tout, on était à peu près pareil. C'est juste que avec l'usure des pneus de Lance, ça lui donnait comme cette impression-là. Mais il y avait vraiment de l'air comme hystérique là, quand ils nous ont passé le clip. Là, c'était un peu spécial. Je sais pas s'il était inspiré par le Japon, la Yuki Tsunoda, là, mais je sais rare, pas. Hein? Mais écoute, continuons sur Williams. On a de toute façon, Lance, c'est à peu près toujours la même chose qu'on dit à chaque Grand Prix, malheureusement. Là, pas de constance, il n'est pas là en qualif, puis voilà. Ouais, c'est ça. Jusqu'à autant qu'il y ait un bon flash. Là, ouais, puis qu'on fasse ça à Lance Stroll. On s'en reparlera au prochain bon flash. C'est ça. Williams, écoute, on est quasiment le as un peu, si on peut dire, des dernières années. Écoute, c'est triste pour vrai. Puis avec James Valls qui est là, on avait quand même des bonnes bases, on a engagé des bonnes personnes, mais là, le problème, c'est est-ce que les pilotes surpilote la voiture. Peut-être aussi, ouais. Là, on a vraiment de gros problèmes, surtout dans un contexte de plafond budgétaire. Les dommages s'accumulent, puis c'est pas des petits dommages. Là, Albon, sa voiture dans la fin de semaine, Sargent là, est rendu avec le châssis détordu qu'Albon avait scrappé en Australie. Ouais. Là, tout commence à être inversé. On n'avait pas de troisième châssis. On va en avoir un bientôt. Il y a Alpine aussi qui est dans cette situation-là qu'on nous a mentionné, puisqu'au début de la saison, il avait échoué les crash tests de la FIA. Donc, ils ont dû retravailler un peu le châssis, puis ils n'ont pas eu le temps d'en construire un troisième. Donc, ça prouve que on reste quand même une écurie avec pas beaucoup de moyens. Non, ça, c'est sûr et certain. Puis, de chez Williams, mais les performances en piste, on pilote pas comme des gens qui font attention à l'argent. Non, puis vois-tu, Charles, d'après moi, Sargent a eu peur pour son char pendant le red flag. En effet, puis Simon-Pierre Mongeard, que je salue de chez Jeux Vidéo High Tech, dit pour Williams, c'est 2 millions de coûts de réparation, ce qui va manger sur les améliorations. En effet, c'est sûr que quand tu décolles ta saison avec 2 châssis arrachés comme ça, c'est peut-être pas la meilleure nouvelle à recevoir pour une écurie comme Williams, là, qui ne s'est pas fait un troisième châssis pour débuter la saison. Albon, il n'a pas été chanceux non plus, mais Sargent, c'est une erreur stupide, il a pogné le gazon. C'est la base pour un pilote de F1. Là, donc, touch de grâce. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. C'est un dommage collatéral un petit peu plus, on peut dire, du côté d'Albon, mais les résultats restent les mêmes. Puis comme Simon-Pierre l'a dit, 2 millions pour une écurie qui compte ses dollars comme ça, c'est vraiment pas facile. Puis on a juste comme pas beaucoup de Grands Prix de fête. Oui, exactement. C'est ça le problème aussi. La saison est encore très longue, il en reste 20. Fait que c'est ça, là. Ça va être le temps qu'il y ait des nouvelles pièces qui arrivent. Puis, écoute, on leur souhaite des injections de capitaux aussi. On a vu des nouveaux aussi commanditaires faire leur apparition cette année, mais encore une fois, on ne sait pas combien se sont vendus ces places. On s'entend qu'un Komatsu ne paye pas le même prix, par exemple, que si on aurait voulu s'afficher chez Red Bull, chez Mercedes ou Aston Martin. Donc, ça va aussi avec la visibilité qu'on peut avoir puis les performances en piste. Je pense un peu comme dans n'importe quoi, on va louer l'espace publicitaire en fonction des résultats qu'on va voir aussi. Ouais. Mais c'est pas facile, disons. C'est pas le début de saison, je crois, espéré par
toute l'écurie. Puis je pense que là, on fait aussi dans les reportages télévisuels, à chaque fois qu'il arrive un incident, là, on nous monte dans le garage chez Williams aussi pour voir un peu comme le découragement des gens. C'est ça, c'est peut-être pas... En tout cas, moi, c'est une écurie que j'affectionne particulièrement. Ouais, moi aussi, je l'aime bien. J'espère que ça va se replacer quand même rapidement. C'est pas l'anniversaire de Jacques. D'ailleurs, aujourd'hui, je t'ai vu commenter Bon anniversaire champion. Champion, le Chem. Ah oui. C'est ce qui m'a fait découvrir la Formule 1 et aimer la Formule 1 depuis tout ce temps-là. Donc, Jacques, moi, ça a toujours été le mien. J'aime encore beaucoup l'écouter aujourd'hui. Quand il fait la description, il a toujours été comme ça, Jacques. Il a une idée, lui, il ne va pas teinter ce qu'il a à dire. Non, c'est ça. Ce qu'il a à dire, t'aimes ou t'aimes pas. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'on aime ou on n'aime pas le personnage. Mais moi, j'ai toujours adoré Jacques pour son franc-parler, pour son coup de volant aussi. C'est le dernier champion chez Williams, il ne faut pas l'oublier. Le dernier champion. Probablement ça fait quasiment aussi longtemps que le Canadien qui n'ont pas remporté un trophée. Parle pas de ça. D'ailleurs, Étienne dit, avez-vous vu sa nouvelle voiture? Ouais, sa Audi rose. La RS6 rose bonbon. C'est tout aux couleurs de son casque. À l'intérieur, là, c'est tout les galipers, les étriers de frein aussi. C'est du grand Jacques Villeneuve. Écoute, ça fait parler, puis c'est polarisant. Je pense que c'est ce qui caractérise Jacques. Donc, lui, il a l'air à triper, puis c'est le fun. On dirait que plus il vieillit, là, sur les réseaux sociaux, il commence à nous montrer aussi avec sa famille, avec ses petits gars, il fait des activités et tout. Donc, je sais pas, on dirait qu'en vieillissant, il devient plus sympathique un peu. Donc, du moins sur les réseaux sociaux, mais pour vrai, je pense que c'est quand même la plupart des gens, lorsqu'on vieillit et on mature, on change aussi. On devient plus gentil. Je sais pas, mais il y a plusieurs anciens pilotes qu'on voit aujourd'hui. On voit, ils nous ramènent les Damon et les David Coulthard. Ça a l'air à des cool guys. Là. Ça a l'air à des gens, je pense qu'on pourrait prendre une petite pinte avec eux dans un pub en Angleterre. Avec plaisir. Étienne dit, je pensais qu'il vendait du Mariquet. Ouais, il y a beaucoup de gens qui pensaient à ça. Mais écoute, à moins que tu sois la PDG de Mariquet, je pense pas que tu peux te payer ça. Non, c'est ça. Non. Très bon gag. Sinon, on nous dit, 97, ça fait un bon moment. Charles dit qu'il y a beaucoup d'espoir en James Valls. Ouais, c'est pas fini, mais c'est pas le début de saison espéré. Nicolas disait, il n'y a pas une écurie qui aurait été aussi patient avec un pilote comme Lenz grâce à son père, c'est sûr. Ouais, écoute. Ça, on est tous d'accord. On est tous d'accord avec ça. Son père l'a dit dans Drive to Survive. Ce projet-là, c'est pour voir réussir son fils. Mais à un moment donné, à combien de millions de dollars va s'arrêter mais il a l'air d'avoir tellement les poches profondes que je pense que ça ne s'arrêtera pas. Du moins. Mais lui, je pense que quand il va peut-être avoir atteint l'aboutissement de sa feuille de route, son projet qu'il a en tête, puis si c'est un échec, peut-être à ce moment-là qu'il y a des décisions qui vont se prendre. Mais je pense qu'on est à l'an 3 ou à l'an 4 d'un plan de plusieurs années. On vient à peine d'ouvrir l'usine. Il y a un partenariat qui va commencer avec Honda en 2026. Donc, je pense qu'on est encore vraiment dans le roadmap. Là. On est loin de l'aboutissement. Là. Mais il met les bonnes pièces aux bons endroits. L'usine, en effet. Un motoriste qui va être juste à lui, va recruter des ingénieurs de qualité à gauche et à droite. Un Fernando Alonso qui est là. Honnêtement, je pense qu'il ne peut pas vraiment faire mieux que ça. La seule chose qui manque, c'est Adrian Newey. Puis là, il y a eu des rumeurs qu'on y allait faire 100 millions pour 4 ans, mais ça a été démenti quand même assez rapidement. Là. Mais Adrian Newey, de toute façon, tout le monde doit y offrir à peu près la lune, là, de tout ce qu'il veut. Là. Et même plus. Exactement. Mais je pense que lui est rendu ailleurs. C'est d'autres genres de choses qu'il veut avoir, comme chez Red Bull. Je pense qu'on lui laisse travailler sur la hypercar, je pense qu'il s'en vient. Donc, c'est des projets qui l'intéressent puis qui sont complémentaires un peu à son implication en Formule 1. Donc, il a dessiné aussi un bateau, un voilier, je pense, pour une espèce de course là, à travers le monde. Donc, c'est vraiment... Red Bull fait tellement d'affaires qu'ils ont dit dessine-nous ce que tu veux, puis on va le faire, on va le bâtir, puis on va mettre ça sur nos plateformes. Jason un peu de Daniel Ricciardo, parce qu'il a été impliqué dans ce crash en début de course. Il a encore été une fois... il faut dire que
c'était pas un si grand écart, mais quand même, entre Yuki et Daniel, il a été encore une fois battu par son coéquipier. Et ça a mal été en fin de semaine. Puis dans les dernières semaines, on vous disait, puis on en jasait sur le groupe. Ouais, ben Daniel Ricciardo, c'est pas mal dans ses dernières chances. Il y a même l'ami Kevin qui a fait un montage avec l'Eclipse, là, avec Liam Lawson qui s'en venait. Ben, il était là toute la fin. On nous le montrait souvent en fin de semaine. Hein, oui. Oui, on nous le montrait pas mal. Est-ce la fin pour lui? J'ai envie de te dire que là, on commence à se dire oui. Là. Je pense qu'il va retourner faire des beaux sourires. Ben, on étire la sauce pas mal, personnellement. Moi, l'année passée, j'étais convaincu que quand Lawson l'avait remplacé de brillante façon, qu'on n'allait pas renouveler Daniel pour cette année. Ouais. Je ne sais pas un peu qu'est-ce qu'on voyait en lui du côté de chez Red Bull. Peut-être que Christian Horner se disait, bon, mais peut-être que ça va le remotiver. Il y a peut-être une chance d'intégrer le deuxième baquet chez Red Bull. Mais là, présentement, Daniel, ça va pas bien. Puis Perez, ça va très bien. Oui, le docteur Helmut Marko a d'ailleurs dit, en fin de contrat, ça semble le motiver. C'est du grand docteur Helmut Marko, ça. Ouais. Mais c'est vrai, écoute, il est super il fait enfin ce qu'on attend de lui. C'est ce qu'on attend de lui, c'est ça. C'est qu'il se qualifie derrière Max ou troisième. C'est qu'il finisse derrière Max. Puis avec la voiture qu'il a, il n'y a pas de raison de ne pas finir derrière Max. Puis je pense que son début de saison confirme pas mal de ce côté-là. Fait qu'il... Je pense que ça va être long avant qu'on connaisse le pilote Red Bull. Je pense le deuxième, ça va peut-être même se jouer en fin de saison. D'après moi, ça va se jouer en fin de saison. Mis à part l'Australie où Max avait abandonné, mais on a su que finalement, il y avait peut-être un T-Rough dans le plancher. Oui, il avait perdu une vingtaine de points d'aérodynamisme. C'est sûr que ça avait handicapé quand même beaucoup les performances de son auto. Mais sinon, le reste, pas grand-chose à dire. Là. Il menace pas Max. Il menace pas Max, mais c'est correct. C'est correct aussi. En même temps, des fois, on aimerait ça. En quoi qu'en qualification, ça a passé extrêmement proche. Oui. Donc, c'était quand même le fun de voir ça. Mais sinon, il fait exactement ce qu'on lui demande. De toute façon, on a passé une déclaration de Verstappen qui dit « Je m'en sac un peu, c'est qui est dans l'autre voiture et il me dépassera pas pareil. » En résumé, ça ressemble. En résumé, peu importe mon coéquipier, je vais finir devant pareil. Pendant que Michel nous dit que c'est 3-0 Montréal. Ah bon. Cool, go Habs go, même si on ne fera pas les séries, Philadelphie, eux non plus, visiblement. Selon les rumeurs, son deadline serait la Chine. Ouais, on avait parlé de Japon et Chine, mais là, écoute, Japon, on n'a pas eu le temps de faire de performance. Kevin a dit que c'était pas de lui le montage, mais en tout cas, c'est pas bien grave. Tu nous l'as partagé. Puis être dans le peloton, ça semble maintenant difficile pour Rick, peut-être un poste de pilote d'essai. Étienne nous mentionne. Ouais, mais je pense honnêtement, je pense que c'est fini après ça. Là. Arrêtons. Là, c'est, WEC, mon gars. Va-t'en en WEC. Ou va t'essayer aux États-Unis. Va essayer de faire je le verrais bien en IndyCar. Pourquoi pas avec Prema Racing? Oui, Prema Racing. Qu'on va joindre les rangs du IndyCar en 2025. Écurie de F2, pour placer les gens. F2, F3, c'est des écuries qui ont connu. Jacques a gagné en F3 avec eux. Lens a gagné en F3 avec eux. La plupart des champions ont quasiment gagné avec eux en F2. Donc, c'est vraiment une écurie. C'est un nom très prestigieux. Puis, je pense qu'on s'est dit qu'accéder à la F1, à voir ce qui s'est passé avec Andretti, c'était probablement pas quelque chose d'envisageable dans les prochaines années. Puis, honnêtement, la IndyCar, c'est très spectaculaire. Ça fait longtemps que vous n'avez pas écouté une course. Ça brasse, puis ça change souvent, puis des dépassements, vous allez en voir pas mal. Fait que je pense qu'eux se sont dit que c'est beaucoup... ils ont d'ailleurs salué l'accueil chaleureux que la IndyCar leur a réservé. Puis on a décidé d'aller avec Chevrolet. Là, on arrive aussi avec l'air hybride l'année prochaine. Les moteurs hybrides s'en viennent aussi de ce côté-là. Je pense que Romain Grosjean, Caleb Milot, peut-être. Il y a beaucoup de pilotes, malheureusement, qui n'ont pas pu accéder à la F1, qui sont rendus là ou d'anciens pilotes comme Marcus Ericsson ou... Romain, tu as mentionné Romain Grosjean. Sinon, il y a Caleb Milot qui a fait des essais en F1, il était dans le junior team Ferrari, qui s'est ramassé là. À un moment donné, quand il n'y a pas de débouché, puis qu'on aime courir en monoplace, c'est pas mal l'autre alternative la plus compétitive. Puis en même temps, les Européens aiment ça. On voit des fois les stories de Romain Grosjean vivre
le American Dream. Ah là. ouais, hein. Avec son gros VR, puis il se fait des gros steaks sur le barbecue. Il triple, là. Tu sais, ça fait changement de Sérieusement, l'Europe. Puis, je pense que si on avait un diffuseur, exemple, si RDS voulait en diffuser un peu plus, ça pourrait peut-être être le fun. C'est sûr et certain que la F1 reste plus prestigieux. Sauf ouais, que absolument. crime, j'en écouterais moi de temps en temps. Puis c'est vrai, les seules fois que je l'ai pogné, l'IndyCar, c'est le fun. C'est trippant. Puis quand je vais sur les réseaux sociaux, il y a des beaux dépassements. Ça brasse, ça s'accroche. C'est beaucoup de circuits urbains, par exemple. Mais bon, Ouais, ça t'aimerais peut-être moins ça, mais c'est des circuits urbains que nous, on a joué dans les jeux de course aussi, là, tu sais, ouais. au Mais c'est Forza ça, de ce ça monde. En différencie tout cas, de la F1 aussi. Puis, tu sais, un peu comme le circuit de Toronto. ouais. Patrick Carpentier nous parle souvent de Elkhart Lake. Ah, hey, J'adore. je peux te faire un J'adore Patrick commentaire? Carpentier. Ben oui. On nous parle de Takuma Sato et Alexander Rossi aussi, Kevin. En Ouais, fin de ben, semaine. des anciens pilotes de NASCAR aussi. Il y a Ouais. Jimmy Johnson. Je ne sais Oui, pas oui, s'il est oui, encore là Jamie cette année. Il Johnson, était là je sais l'année pas. passée. C'était pas facile, je pense, pour Jamie. Ouais, ça. Ben, écoute, il n'y a pas besoin de ça pour vivre. Là, Non, mais, non, 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 je pense que non. Il a tourné à gauche de sa vie, tourné à droite, c'était un peu plus tough. Fait que, en fin de semaine, je décide de l'écouter sur le réseau des sports que j'apprécie. Écoute, j'adore RDS, j'ai toujours été un fan. Écoute, j'écoutais Sport 30 à la place d'écouter des émissions pour enfants, là, on s'entend. Je suis un fan de RDS depuis toujours. J'ai adoré le 5 à 7, j'ai trippé, mais Colin, ça se trompe pilote en fin de semaine, mais plusieurs fois. Ah, on voit Leclerc présentement sur Norris, tandis que c'est Sainz avec Piastri. Russell est à l'assaut de Norris. Là, c'est Hamilton sur Piastri. C'était difficile. Je sais que c'est du parce qu'il était direct. 1h du matin. Là. Je pense que oui. Je me suis dit, c'est vrai que des fois, quand je suis de nuit, je suis un peu moins fluide quand je pose des questions aux patients, quand je suis en stage sur l'ambulance, je l'avoue. Mais crime, en fin de semaine. Puis pour le reste, ça allait, là. Honnêtement, ça allait, mais j'étais là, Colin, qu'on a des erreurs de pilote. Puis honnêtement, je sais comment, Colin, c'est pas juste Pierre, tu sais. Puis je me dis, Pierre, il commence à être vieillissant tranquillement, pas vite. Puis ça doit pas toujours être. Eux, ils ont des écrans, puis tout ça. Puis ça doit pas être évident à suivre. Puis je suis fort, possiblement, que je serais pas meilleur. Mais en fin de semaine, j'ai vraiment remarqué, j'étais là. En plus, dans les dernières semaines, on a quand même eu Tsunami à la place de Tsunoda. Là j'étais Ouais. comme OK, là. OK. Fait que, Ouais. ouais. Moi, il a lâché une petite craque qui m'a bien fait rire en fin de semaine. À un moment donné, je pense que c'était-tu Frédéric Plante qui était là pour la course, je pense. Ouais, c'est Fred. Il parle de Alpine, où c'est Bertrand Houle qui dit qu'il y a un programme de réduction de poids. Puis là, Patrick, il dit, ouais, je pense que moi, il faudrait peut-être que j'entende ce programme-là aussi, peut-être 10 kilos. Là. Non, ils sont sympathiques au bout. Puis, j'aime ça l'écouter en québécois francophone. Oui, c'est le fun d'écouter en anglais sur F1 TV. Puis, oui, j'aime écouter Gaétan en français parce qu'il y a d'autres infos qui viennent du paddock qui sont différentes. Ça reste que j'aime beaucoup l'écouter, mais j'étais là, Colin, qui a des erreurs comme un peu push. J'étais à moitié endormi, puis je suis comme, non, c'est pas le même gars. Checkez votre classement, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. On nous dit, c'est pas TVA Sport qui diffuse lundi. Je pense qu'Étienne a répondu, là, c'est Formule E, tandis que c'est 5-0 Ils Montréal. l'ont déjà eu Oui, hein? avec, je pense, Jean-Paul Chartrand, Ouais. puis Bertrand. Mais honnêtement, je pense qu'à ce temps, c'est comme juste à ABC ou à ces places-là qu'on va le présenter. Écoute, je sais pas où est-ce que tu t'en allais pour le prochain point, mais j'aimerais ça qu'on se garde un 2 minutes pour 2026. On a eu... Oui, ben, je voulais faire un point que j'ai marqué dans la description, mais il sera rapide, là. Carlos Sainz, encore une fois, en fin de semaine, a vachement été solide. Là. J'ai marqué Sainz, est-il le vrai cheval cabré pour parler de Ferrari et son fameux cheval. Je me rappelle, j'ai posé cette question-là, mon premier Grand Prix. Oui, ben écoute, je voulais juste qu'on y réponde un autre épisode pour dire que Colin Sainz est en forme. Mais en fin de semaine, j'ai apprécié, par exemple, la performance de Charles Leclerc. Puis aujourd'hui, j'ai vu des vidéos où Leclerc cale la stratégie de comme, OK, on y va à un arrêt. Ce qui a fait en sorte qu'ils ont terminé quatrième
au lieu de comme 7, là, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, mais Saints, c'est vraiment tout feu, tout flamme. C'est sûr que le couteau entre les dents, comme je disais au dernier épisode, mais Colin, Oui, il je est cherche une tellement job. bon. Hein. C'est comme tout le monde. Comme tout le monde qui cherche une job, puis j'ai apprécié aussi ce que tu mentionnais à propos de Leclerc. Les échanges radio sont plus on a l'air moins mêlé, puis on est vraiment plus sur un ton détendu. Tu sais, Leclerc propose Ouais. une stratégie, on dit, ben, tu sais, nous, on pense que cette stratégie-là est probablement la meilleure, mais si tu voudrais faire la tienne, ben là, il faudrait les pneus du plan A. Ça vient mêlant, là, mais eux, Oui, c'est ça. ils s'y retrouvent. Là. Mais on est beaucoup moins dans la panique que dans les dernières années. Moi, pour vrai, j'ai trouvé ça admirable aussi, ce qui s'est passé. Puis on regarde quand même dans les stratégies. Leclerc a quand même été, je pense, le pilote qui a toffé le plus longtemps sur sa gomme médium. Il était parti avec une gomme médium neuve. Il a Ouais. fait quand même 26 tours avec Mhm. avant de passer à la dure. Donc, la Ce qu'on stratégie d'un voyait arrêt, pas l'an tandis que dernier. tandis que la majorité des autres ont fait 2 arrêts. Donc, je pense que c'est ce qui l'a aidé aussi. Quoique Sainz, de son côté, en a fait... là, je compte pas le drapeau rouge. Là, Oh, mais oui. sinon, 2 arrêts. Puis il a quand même fini devant, mais pas tellement loin devant. Donc, c'est sûr que ça change tellement de choses. Puis on l'entendait aussi dans les communications avec Leclerc. Mais tu sais, nous, on a peur que si on fait le plan C, tu perds du temps avec les pilotes qui sont en arrière. Tu sais, tout est calculé. Là. Ils ont des ordinateurs en temps réel que tu sais exactement où est-ce qu'on on va te relâcher. Si les mécaniciens, par exemple, font tel temps avec une marge d'erreur de peut-être 0.1, 0.2 secondes. Donc, c'est vrai. La Formule 1. Hein, Yuki, en fin de semaine, a gagné sa P10 avec ça parce que tout le monde avait pratiquement arrêté en même temps. Il a gagné une position au pit. Absolument. Ça, c'était Il a vraiment remercié ses intéressant. mécaniciens aussi. Hein. Ça, c'était cool de l'entendre. Ouais. Pas crier après, mais les remercier. Ça, c'est assez rare. On nous dit dans les commentaires, puis je garde 2026, là, inquiète-toi pas. Daniel dit que pensez-vous de la performance de Stroll en disant que la puissance de l'Aston ne semblait pas être la même d'une voiture de F1. On l'expliquait un petit peu plus tôt, tu n'étais peut-être pas dans l'épisode, là. Ce serait une histoire de pneus. Puis Kevin dit une chance qu'on n'entend pas toutes les communications chez Alpine. Parce qu'Alpine, ce serait pas beau à entendre. Ils sont tellement lents. Ils étaient tellement lents en fin de semaine. En effet, Alpine. Un moment donné, j'ai entendu une communication de Gasly là, qui semblait quand même encourager le monde en disant on va y arriver. Puis, oui. Même Ocon, je pense, était correct en fin de semaine. Je pense qu'ils ont fait la Q2. Ils étaient très contents. Là. Je pense que eux, c'est une étape à la fois. Là, mais... c'est ça. À partir du moment où tu sais que tu pars de loin, tu peux juste progresser. Puis, tu as raison, Ocon a passé de son côté à la Q2. Donc, oui, à la 15e place. C'est peut-être. Mais il était toujours bien devant Lance Stroll avec un Aston Martin que Fernando Alonso, lui, il s'est qualifié 5e. Ça, c'est gênant. Là. Ça, c'est gênant. C'est très, très gênant. Je voyais un ami avec qui j'ai fait le Collège Radio-Télévision de Québec qui mentionnait, il dit « Hey, bravo au char vert, tu sais, Kick Sauber. Ils ont fait un arrêt au stand en fin de semaine. Ben, félicitations. » Mais qui n'a pas duré 50 secondes. Quel a fail cette écurie-là. Là. Encore une fois, en fin de semaine, ça a été désastreux. C'est pas... Honnêtement, tu sais, je pense que là, ils sont comme vraiment entre deux mondes. Tu sais, Alfa Romeo n'est plus le commanditaire principal. Ouais. Sauber doit être là avec les moyens du bord parce qu'on sait qu'Audi va prendre les contrôles en 2026. Fait que je pense que là, présentement, on attend de passer le temps jusqu'à 2026 quand il va y avoir des injections de capitaux qui vont être plus importantes. Présentement, on est là, mais je pense qu'on roule vraiment au strict minimum. Puis on en a déjà parlé aussi du fait que cette écurie-là soit en Suisse. Semble-t-il que le recrutement du personnel, c'est très difficile. La plupart des bons ingénieurs viennent de l'Europe, Italie, France, Angleterre, tout ça. Puis semble-t-il qu'aller en Suisse, c'est pas tant évident de convaincre les familles de déménager là. Fait que peut-être que quand on dit... là, ils ont déjà racheté, ça, c'est réglé. Mais est-ce qu'ils vont déménager?
Ça, c'est un Fort autre probablement, selon moi, qu'on va déménager des j'imagine, choses mais en peut-être fait, un petit peu près de l'Allemagne. Là. je le souhaite ardemment. Puis tu sais que Kick, c'est un genre de Twitch, là. Tu sais, je veux dire, ils ont de l'argent beaucoup, là, Kick, là, mais je veux dire, c'est un genre de Twitch, là. C'est une plateforme de stream de jeux vidéo. Stake, je pense, c'est du pari en ligne. Puis je prends 3 secondes, Jean-Mi, avant ton prochain commentaire, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu, là, mais Daniel Osorio a dit c'est le fun d'entendre un podcast de la F1 québécois. Ben, bienvenue chez vous, Daniel. Honnêtement, là, on bâtit notre communauté un à un. Mais, Si t'as des amis qui trippent, il n'y a pas de problème. je serais curieux de Partage. savoir comment Daniel a Ouais, entendu parler de nous, pour vrai. Là, honnêtement, ouais. Ça m'intéresse. Ben, écoute, pendant qu'il va nous écrire la réponse, si Oui, tu veux, on peut enchaîner avec le prochain point. Parce que pour c'était 2026, 2026. Oui. ouais, ben, on a su aujourd'hui des informations. Ben, le titre de l'article, c'est des simulations alarmantes vont forcer la F1 à revoir l'aéro de 2026. Parce Et qu'on là, sait qu'en à quoi je 2026. répondrai? Ouais, c'est correct. T'avais une face alarmante. C'est quand même bon. En 2026, on a plusieurs objectifs. On veut premièrement, les moteurs, ça c'est déjà réglé. Ça a permis l'arrivée d'Audi, que Honda revienne, que Ford veulent s'impliquer un petit peu plus. Donc, les unités de puissance devraient être plus puissantes que ce qu'on a actuellement. Puis la puissance devrait être répartie équitablement entre l'électricité et le moteur à combustion. Donc, ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses qui est quand même intéressant, puis on me dit que je pense que les voitures de catégorie LMP1 en endurance ont ça, c'est de l'aérodynamisme active. Ah, OK. Pour vrai, je ne savais pas tant ce que ça voulait dire. Donc là, le premier modèle qu'on a envoyé aux écuries pour faire des essais en simulateur. Donc, en fait, l'aérodynamique active, c'est que l'aérodynamisme du véhicule va s'adapter en fonction de t'arrives d'un virage lent ou tu es dans une ligne droite. Donc, ça va quand même être assez capoté. Ce n'est pas un DRS qui s'ouvre ou qui se ferme. C'est vraiment avec l'informatique qui va savoir que tu arrives dans une courbe. Donc, par exemple, les ailerons vont se braquer ou des choses comme ça. Mais là, on a fait l'essai avec seulement la partie arrière de la voiture qui était équipée de ça. Et on a dit que, écoute, je vais vous lire les commentaires. Là. Donc, selon certaines sources, quand l'aileron arrière est dans la position où la traînée est la plus réduite et que le moteur est à pleine puissance, la voiture est quasi inconduisible. Fait que sur une ligne droite, le gaz au bout, plusieurs têtes à queue dans les lignes droites en pleine accélération. Puis ensuite de ça, on disait que c'était comme impossible de prendre la moindre courbe sans avoir l'arrière qui décroche. Donc, présentement, c'était une catastrophe. Ah, d'accord. Cool. C'est 2026. Je rappelle qu'on est en 2024. Cool. Puis ce qu'on mentionne, c'est que c'est ça, la modification de l'équilibre de l'aérodynamisme de la voiture, c'est vraiment pas au point que ce qu'on a envoyé présentement. Puis ce qu'on mentionne, c'est que le contournement qu'on a trouvé, c'est une source interne là, qui a mentionné ça, c'est que la seule manière d'empêcher les pertes de contrôle, c'était de conduire si prudemment que les temps autour sont plus lents que ceux des F2 actuels. Fait que là, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'implanter ça en avant pour que l'avant et l'arrière travaillent de concert. Mais on dit que la réglementation pour 2026, ça doit être canné au mois de juin qui s'en vient là. Dans 2 mois. OK. Là, présentement, on est en train d'essayer des choses qui... Tu pèses sur le gaz en sortie de virage puis tu pars en spin. Là. C'est... OK. À voir, mais je trouvais ça intéressant de vous partager ça. On veut réduire le poids des voitures, la grosseur des voitures aussi. Donc, c'est un gros chantier 2026, selon moi, presque aussi gros que 2022, parce que je pense qu'en voulant s'attaquer à l'air sale, on ne s'est peut-être pas attaqué au bon cheval de bataille. C'est ce qu'on est en train d'entendre comme écho venant du monde de la Formule 1. Donc, 2026, on voudrait corriger certaines choses de cette réglementation-là, dont le fait que les voitures sont tellement rendues grosses que 2 de large à Monaco, ça passe. Ça passe plus. Salut Oli qui est arrivé un peu en retard, c'est pas grave. Écoute, l'épisode sera disponible en rattrapage en balado. Daniel nous dit que c'est un collègue au boulot qui en avait parlé parce qu'il savait qu'il aimait beaucoup la F1. Il dit pas déçu. Hey, c'est cool. cool. Bienvenue chez vous, sérieux, Daniel. Yes. Merci d'être là. Puis Michel Fortin, me semble voir ça à Monaco. Tu sais, le char que tu payes sur le gaz puis il se ramasse dans le mur. Ça serait un vrai derby démolition. Ouais. Ouais. Puis on dit que le Dirty Air revient. Ben, c'est sûr et certain qu'on essaie de comme contrôler un peu le downforce, l'espèce de... Comment qu'on appelle ça, là, l'espèce de succion, là, l'effet de sol, voilà. Ouais. Puis fort possiblement qu'on doit essayer de tweaker un peu le règlement pour se donner de la vitesse, puis finalement l'air sale revient. Là. Ben, on a déjà modifié
certains contournements, comme tu l'as dit. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, c'est Aston Martin qui est arrivé avec un aileron arrière où est-ce que, ben là, le haut commençait à se détacher un peu du côté. Là, Mercedes, avec son espèce de fil qui fait office de troisième flap sur l'aileron en avant, fait que ça ouvre la possibilité d'avoir on est en train de revenir avec ça un peu en exploitant des zones grises. Fait que, mais j'haïs pas ça, des cycles d'à peu près 4 ans comme ça. Puis bon, ben là, on va recorriger des choses. T'sais, quand il y a eu l'ère, par exemple, de Hamilton et tout, peut-être si on aurait eu des refontes aux 4 ans comme ça de la réglementation, ben, peut-être que ça aurait fait une domination qui aurait été moindre ou ça aurait peut-être amélioré le spectacle. Mais je pense que c'est une bonne chose, honnêtement, qu'on ait corrigé ces trucs-là. Parce que les F1 aujourd'hui, c'est quand même fou. Là. Des virages que, il y a quelques années, on n'était pas capable de prendre à fond. Là, avec l'effet de sol, c'est pied au plancher. C'est complètement fou. Ouais, c'est complètement fou. J'ai hâte de voir le prochain Grand Prix. On retourne en Chine. 2019, la dernière fois, ça fait longtemps. Même Pirelli se posait des questions en disant ouais, là, la piste a changé. Il y a sûrement eu des bosses depuis ce temps-là. Fait qu'il y a un paquet de trucs probablement qui a changé en 5 ans parce que ce circuit-là n'a pas vraiment. Si la F1 ne pouvait pas courir, j'imagine que peut-être à part des compétitions locales de niveau pas très élevé, il ne devait pas avoir grand-chose qui se passait sur ce circuit-là. Ça va être intéressant de le revoir. Quand même trippant à le faire aussi. Ouais. Ceux qui jouent à F1, ça fait quand même... c'est quand même toujours un circuit intéressant. Avec surtout, moi, j'aime bien le premier virage qui est assez tricky, en décélération. Je déteste cette course-là pour mourir. Commence à l'aimer. Il faut que tu downshift, réduise ta vitesse, puis il faut que tu suives justement la courbe qui se resserre. C'est vraiment pas évident. Mais c'est quand même le fun à faire. Fait que ça va être le fun de le revoir au calendrier. Ben, devait être là l'année passée, mais dernière minute, je pense qu'on l'a annulé. Et ce sera, tu seras très content d'apprendre que c'est la première fin de semaine sprint de l'année. Donc, la pratique va avoir lieu le 18 avril. À 23h30, va se terminer à minuit 30. Le sprint qualifying, attention. Le matin du 19 avril à 3h30. Le sprint va avoir lieu le soir à 11h jusqu'à minuit. Il va y avoir la qualif pour la course de 3h à 4h et la race va avoir lieu le 21, donc dans la nuit de samedi à dimanche à 3h. Donc, pour ce qui est de la qualif, va avoir lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Puis, écoute, je vais écouter le sprint le jeudi soir. ça le jeudi, écoute, je suis un peu fucké dans le calendrier. Le 21 est... là, track time... jeudi soir à 23h, le sprint. Ah, OK, c'est ça. C'est le jeudi, le 19. Ouais, là-bas, c'est ça. 19, 20, on dirait qu'on est... non, c'est le vendredi 19. Vendredi à 23h. OK, ouais. Ouais, vendredi à 23h, il y a un sprint jusqu'à minuit. Après ça, le 20 dans la nuit, ça veut dire la qualif après le sprint a lieu à genre 3 heures plus tard. Qui va donner le droit. Parce qu'il y a un sprint qualifying cette année avec le sprint. Et ensuite, il y a une qualification complète, à ce que je comprends, pour la course. C'est plus le sprint shootout. Non, c'est ça, on n'avait pas aimé ça. On n'a pas besoin. C'est correct. Puis là, je pense qu'après le sprint, le parc fermé est réouvert. Oui, pour la prochaine qualif. Ouais. OK. Puis il y a une pratique dans la fin de semaine. Ouais, ça, c'est les ingénieurs. Imagine chez Mercedes. Écoute, on fait le flip le vendredi, puis on espère que ça abonne. Ben, au moins, tu peux te récupérer après le sprint, par exemple. Ouais, un peu. C'est sûr que tu as quelques données quand même. Le sprint, c'est 100 km. Veux pas de... Ben, peut-être qu'il y a des écuries qui vont des écuries qui sont assurées de ne pas marquer de points, qui vont se servir de ça comme d'une grosse séance d'essai aussi. Ça peut... Ça peut très bien user de façon stratégique, là, parce que... En tout cas, OK. Formula One, Lenovo Chinese, c'est correct. Une marque chinoise au Grand Prix de Chine. Le sprint qualifying, puis la différence entre le sprint shootout et le sprint qualifying. Écoute, honnêtement, là, je pourrais pas t'en dire là, Charles. Je sais qu'il y a une modification cette année, ça c'est sûr et certain. Le sprint shootout l'an dernier, c'était une qualif qui était moins longue, avec qui déterminait la grille pour
le sprint, mais c'était entremêlé d'une séance de pratique après. En tout cas, c'était pas mal mêlé, me semble, l'an dernier. Puis on n'avait pas apprécié tout ça. Fait que le sprint qualifying devrait être différent pendant que Jean-Mich est en train de chercher réponse à la question. Mais ça ressemble pas mal à ce que... Écoute, ça dure 45 minutes. Fait que c'est moins long qu'une qualif normale. D'après moi, on reprend la même affaire. C'est juste qu'il n'y a pas de parc fermé comparativement à l'an dernier. Ça ressemble pas mal à ça. Hein? Ouais, puis on a regroupé, on a mis la qualif du Grand Prix avant le Grand Prix. Fait qu'on a vraiment séparé les. Oui. On a vraiment la qualif séparé le les vendredi. deux choses. Là, tu avais le shootout le samedi puis le sprint. Puis là, tu avais le dimanche où tu avais la qualif du vendredi qui déterminait ta course de dimanche. C'était pas suivable. Ouais, ben c'est ça, c'était comme séparé. Fait que là, en tout cas, au moins, on a décidé de séparer tout ça. Donc, vraiment, les deux. Mais honnêtement, à part le changement de nom, là, je pense pas qu'il y a de changement. Non. Non, ça a l'air le nom, pour vrai, qui ont le changé. nom et l'horaire. Ouais, ben c'est ça, c'est vraiment le format. Puis on a, avec ça aussi, vu qu'il y en a 6 dans l'année, ben on a rehaussé de 3 à 4 le nombre d'unités de puissance qu'on peut utiliser dans une saison. Ben, à 24 Grands Prix, je pense qu'à un moment donné, c'est le gros bon sens qui parle. Là. Le gros bon sens. Salut Pierre. C'est le gros bon sens. Ben écoute, merci d'avoir été là ce soir. Beaucoup de nouveaux noms. Hein? Charles, je t'avais pas vu souvent. Merci pour tes questions. L'ami Kevin qui était là ce soir, d'ailleurs, il a fait un résumé sur Yuki Tsunoda. C'est disponible sur la page, le groupe. Le paddock, si ça vous tente d'aller voir, il a fait un texte, l'ami Kevin. Anthony Lapointe, bonsoir. L'ami Olivier qui dit qu'il est toujours un fan du Spotify. Daniel Osorio, merci à toi. Michel qui nous a tenu au courant de la game du Canadien, merci. Merci à Étienne qui est passé ce soir. Merci à tout le monde qui est passé ce soir. Vous pouvez nous retrouver sur votre plateforme de balado préférée. Nous, le prochain épisode va avoir lieu, bien sûr, après le Grand Prix de Chine. Donc, ça s'en vient dans les prochaines semaines. En espérant que je pogne pas de virus la semaine prochaine. Et écoute, il n'y a pas d'éclipse. Fait que c'est correct. Je veux dire à Daniel aussi, si jamais tu nous manques puis tu veux nous écouter au travail ou peu importe, 20 minutes après l'épisode de ce soir, on upload ça sur toutes les plateformes de balado. Fait que Spotify, Apple, celle que t'aimes, tu peux réécouter l'épisode comme ça aussi. Donc, si jamais ça t'accommode un peu plus pour les semaines. Ben oui. Merci à Sébastien Gravel qui dit good job les boys. Merci beaucoup. Beaucoup de monde encore ce soir qui sont passés. Sébastien à Montréal. Ouais. Et Oli il dit dimanche je filais top shape quand on s'est croisé mon PO. Ouais, c'est ça, d'un salon là. Où on croise trop de monde, c'est des choses qui arrivent. Les petits virus se pognent. J'étais du côté d'Expo Nature, du côté du pavillon sportif de Lucac à Chicoutimi. Puis c'est ça, c'est des choses qui arrivent. Fait qu'écoute, Jean-Michel, je te souhaite une bonne soirée. Est-ce que tu seras en ondes à CKJ vendredi pour jaser de la F1? Oui, absolument. Tous les vendredis, on n'en manque pas un, à part les 3 semaines de break dans l'été. On se prend 3 semaines aussi de notre côté. Sinon, ben, comme on disait un petit peu avec Dominique la semaine passée, le vendredi, on prépare le Grand Prix. Puis le lundi soir, avec le paddock, on décante le Grand Prix. Exactement. Puis ceux qui veulent entendre ta magnifique voix et qui sont du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous pouvez assister au match des Marquis ce samedi parce que Jean-Michel est l'annonceur à maison. Fait que c'est ça. Go Marquis, go! Et bonne soirée à tout le monde. On se voit pour le prochain épisode. Salut Jean-Mich. Salut.